Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. La crise du logement est là, massive, durable, et elle mine le quotidien de millions de Français. La chute de la production, la tension locative, l'explosion des prix, l'attente interminable d'un logement social, tout cela est devenu la norme. Et derrière les chiffres, ce sont des vies suspendues, des projets familiaux différés, des mobilités professionnelles impossibles. Pour nous, socialistes, le logement n'est pas un secteur parmi d'autres. C'est une condition de la dignité, de la santé, de l'émancipation et une clé de la cohésion sociale. Face à cela, le gouvernement nous présente un texte annoncé comme un projet de relance, d'accélération et de simplification. Mais ces orientations manquent d'ambition, notamment au regard des enjeux d'adaptation au changement climatique. Et des sujets pourtant consensuels, déjà adoptés au Sénat, n'y figurent pas. J'y reviendrai, car c'est là que se joue l'essentiel. Un mot d'abord sur ce que contient le texte. Sur le lancement de l'ANRU 3, notre groupe y est favorable. L'article 1er répond à une demande forte des élus et des acteurs du secteur et il évite le trou d'air entre deux programmes. Mais l'inscription dans la loi n'est qu'une première étape. La question du financement reste entière. Rappelons que l'État n'a versé que 22% de sa participation au NPNRU et que plus de 900 millions d'euros restent dus et que la convention quinquennale avec Action Logement n'est toujours pas renouvelée. Nous serons également vigilants sur le virage sécuritaire des conventions. L'ANRU porte une politique urbaine, pas une politique de sécurité. C'est une des missions régaliennes de l'État que de répondre à l'insécurité, dont les habitants des quartiers populaires sont les premières victimes. À l'article 2, le gouvernement propose une énième dérogation au PLU et à l'avis conforme des architectes des bâtiments de France. L'accumulation des dérogations risque de faire perdre toute cohérence aux politiques locales d'aménagement. Nous proposerons d'encadrer davantage cette mesure qui doit rester exceptionnelle et limitée dans le temps. À l'article 4, l'ouverture du dispositif d'investissement locatif aux maisons individuelles à rénover nous convient. C'est une mesure en faveur du bâti existant, notamment en ruralité, que nous avons déjà portée en loi de finances. Mais nous refusons l'abaissement des exigences de performance énergétique pour bénéficier de cet avantage fiscal. L'article 6 procède au même renoncement. Les logements interdits à la location pourront être remis sur le marché si un contrat de travaux a été conclu. Cela revient à reporter le calendrier de la décence énergétique de 3 à 5 ans et à faire supporter aux locataires la nuisance des travaux en plus de la situation de passoire thermique. Nous proposerons plusieurs amendements. Sur le volet décentralisation, le renforcement du statut d'autorité organisatrice de l'habitat ne fait pas l'unanimité entre les associations d'élus et nous avons suivi la Commission sur sa position d'équilibre. Même chose sur l'article 9 qui délègue aux EPCI la gestion du contingent de l'État et des compétences DALO qui a fait l'unanimité contre lui et que la Commission a supprimé partiellement. À l'article 10, notre groupe s'est toujours opposé à la présidence des commissions d'attribution par les maires et au droit de veto élargi voté en commission. Sur ce dernier point, nous vous proposerons de revenir à la version initiale du gouvernement. Je voudrais à présent souligner les manques trop nombreux de ce texte. Si l'objectif du gouvernement est d'atteindre 400 000 logements construits par an, aucune mesure programmatique n'est prévue dans ce projet de loi, nous privant de ce fait d'un débat sur les orientations. Logement pour les jeunes actifs et étudiants, adaptation au vieillissement ou au handicap, résidence sociale. Et aucune mesure d'accroche ne permet d'aborder la trajectoire de la RLS, pourtant essentielle face aux investissements attendus en production comme en rénovation, avec 1 million de logements de classe E, F et G à rénover d'ici 2034. La proposition de loi choc adoptée par le Sénat le 20 janvier 2020 dernier afficher au moins des objectifs programmatiques de production et de rénovation, y compris pour le logement social, et ouvrer les sujets de la fragilisation des bailleurs sociaux, de la RLS et du financement du FNAP. Ce projet de loi, lui, les esquive tous. De plus, vouloir lancer la production de logements sans s'attaquer à la hausse constante des coûts de construction et du foncier est, à mon avis, une erreur. Par ailleurs,
Ce texte demeure une loi très urbaine et ne prévoit pas assez de dispositifs pour l'habitat rural. Or, la crise du logement n'est pas seulement dans les grandes agglomérations. Elle frappe les petites villes, les centres-bourgs, les territoires où le parc ancien parfois très dégradé et où l'investissement est plus difficile à boucler. La rénovation du bâti rural est un sujet à la fois social, parce qu'on y concentre souvent la précarité énergétique la plus silencieuse. C'est aussi un sujet écologique, parce que rénover est plus vertueux que construire. Et c'est enfin un sujet territorial, parce qu'un logement rénové et abordable, c'est un commerce qui survit, une école qui reste ouverte, un médecin qui s'installe. Le Sénat a d'ailleurs voté la proposition de loi de notre collègue Christian Redon-Sarrazy qui propose justement des dispositifs pour remobiliser le bâti existant et en déshérence. On ne trouve rien à ce sujet dans ce projet de loi. Rien non plus pour simplifier la réalisation des travaux par les artisans. La proposition de loi que j'ai déposée sur les groupements momentanés d'entreprises consensuels, adoptée au Sénat dans la loi Choc, puis reprise à l'Assemblée nationale dans le texte de Valérie Létard, répond pourtant à un besoin très concret. L'atteinte de nos objectifs de rénovation énergétique exige la mobilisation de 500 000 entreprises artisanales du bâtiment présentes sur tout le territoire. Or, le risque de responsabilité solidaire pesant sur la mandataire dissuade les artisans de se regrouper pour offrir aux clients une rénovation globale avec un interlocuteur unique. Lever ce frein, c'est accélérer la rénovation, sécuriser les délais et stabiliser l'emploi local. Ce texte de relance aurait dû s'en saisir et je regrette que l'amendement que nous avions déposé ait été déclaré irrecevable au titre de l'article 45. Rien non plus sur le confort d'été, alors que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres en pleine canicule historique et qu'un texte transpartisan a été adopté à l'Assemblée nationale il y a peu. Je remercie les rapporteurs d'avoir pris cette problématique dans un amendement voté à l'unanimité en commission et qui s'inspire de l'initiative de notre collègue Michaël Weber. Rien sur l'adaptation du DPE au logement ancien, adopté 2 fois au Sénat, dispositif qui aurait été plus pertinent d'intégrer au projet de loi plutôt que d'opter pour le report des échéances de décence énergétique. Rien sur le logement des jeunes, alors que la mission d'information que nous avons conduite avec Martine Berthet et Yves Bleven, adoptée par notre commission le 15 octobre 2025, formule 25 propositions et rappelle une évidence: sans logement, pas d'autonomie, sans autonomie, pas d'égalité des chances. Rien enfin en matière d'innovation, permis de construire unique, habitat mobile et solidaire, matériaux biosourcés et géosourcés. Un mot pour finir sur l'encadrement des loyers. Les rapporteurs ont proposé la reconduction de l'expérimentation du loyer unique à Rennes et je les en remercie. Il y avait donc une ouverture pour poser la question de la prolongation de l'encadrement des loyers et je regrette que l'application restrictive de l'article 45 nous en ait privés. Pour conclure, nous souhaitions un débat constructif, une amélioration du texte et surtout la possibilité d'y inclure des sujets consensuels et déjà votés au Sénat et à l'Assemblée nationale et qui auraient donné plus d'ambition à ce projet de loi. Malheureusement, le périmètre voulu par le gouvernement a amené de trop nombreux amendements à être déclarés irrecevables et je le regrette parce que nous sommes loin de la grande loi logement tant attendue pour répondre aux besoins des Français et à la cherté du logement. La crise mérite mieux, programmer, accompagner, rénover partout, y compris dans nos campagnes et surtout agir. Compte tenu de nos attentes, vous comprendrez notre déception devant ce projet de loi. Je vous remercie.